Bonsoir. Merci d'être tous présents, d'être tous venus manifestement très nombreux. On est ravis avec Ludovic Angapin de l'Abscess d'organiser pour la troisième fois une conférence avec une personne très reconnue en France qui va nous parler des discriminations, donc une question particulièrement importante. Alors je suis Alexis Parmentier, je m'exprime aujourd'hui en tant que responsable de la licence 2 économie-gestion, coordinateur de la licence d'économie-gestion. Et donc les profs de SES qui auraient des questions à me poser sur la maquette de licence d'économie-gestion, sur la façon dont l'année se déroule, peuvent m'envoyer un message. Donc il y a mon mail sur la fiche. Et puis je peux passer dans le lycée pour aller discuter et présenter la formation dans votre lycée. Okay. Alors donc aujourd'hui, on accueille Yannick Lorty. Donc on est tous très fiers, très ravis, vraiment ravis de l'avoir parmi nous. Yannick a publié 280 articles, donc on peut dire que, enfin tout le monde reconnaîtra que c'est un chercheur prolifique. Sauf que Yannick, il participe aussi, il a participé à la structuration de la recherche en France en créant et en animant une fédération de recherche CNRS qui s'appelle TEP. Donc TEP, c'est un acronyme qui, à la base, signifiait Travail, Emploi, Politique Publique. Et puis, TEP s'est ouvert sur d'autres thématiques que l'emploi et le travail. Et maintenant, TEP, ça s'appelle Théorie et évaluation des politiques publiques. Yannick n'a pas que des activités de chercheur. Il participe aussi au débat, à la vie de la cité, au débat public. Et donc, il intervient souvent dans les médias. Et puis, il joue le rôle d'expert pour un certain nombre d'organismes publics. Il a d'ailleurs été sollicité en 2016. Donc là, je vais parler du rapport peut-être le plus connu qu'il a co-rédigé. Donc c'est un rapport qui portait sur les discriminations et qui a été remis au Premier ministre de l'époque, qui était, si je me souviens bien, Manuel Valls. Et ce rapport, il a fait beaucoup de bruit parce qu'il montrait que la discrimination dans le secteur public était beaucoup plus importante qu'on ne pouvait l'imaginer. Okay. Donc, je ne sais pas si tu nous en parleras, mais voilà, on pourra éventuellement en reparler après. Je vais passer maintenant à l'organisation de la conférence. On va avoir une présentation de Yannick d'une heure, 1h15. Ensuite, on aura des échanges pendant environ 30 minutes. On prendra les questions par groupe de 3. Okay, donc, on passera avec les micros dans les rangées. Et puis, 3 questions, Yannick répond. 3 questions, Yannick répond. On pourra faire des allers-retours. Okay. Je vais passer maintenant aux remerciements. Donc, je vais commencer par remercier donc, toutes les personnes qui ont permis à l'événement de se tenir. Évidemment, la faculté de droit et d'économie qui nous accueille. Donc, il y a le doyen, responsable administratif. Il y a également les responsables du master économie appliquée qui nous ont aidés. Donc je tiens à remercier. Il y a les appariteurs, etc. Il y a les services centraux avec la communication, direction de l'audiovisuel et la sécurité. Et puis, il y a Nicolas Moreau qui est là, parce que sans Nicolas, finalement, Yannick ne serait aujourd'hui probablement pas là. Nicolas a créé une nouvelle formation qui s'appelle le CPES. Et Yannick est à La Réunion cette semaine, justement, pour parrainer la première, cette formation, la première promotion du CPES. Donc je vais céder la parole à Nicolas, qui va nous parler rapidement du CPES, et ensuite c'est Ludovic qui nous parlera de l'Abscess. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors que le CPES, ça veut dire cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Et celui-ci, la thématique, c'est économie et sciences pour l'ingénieur. Donc les CPES, il en existe un certain nombre en France, et donc là, désormais un à La Réunion. Et ce sont des diplômes du supérieur en 3 ans qui mélangent cours au lycée et cours à l'université. Et l'idée, c'est le constat du ministère est que beaucoup de gens qui sortent du lycée, qui sont à l'aise dans leurs études, qui ont un bon niveau,
ne se projettent pas sur des études à Bac+5, vont plutôt sur des BTS ou des IUT. Et là, l'idée, c'est de faire venir sur des formations Bac+5 ces lycéennes et ces lycéens. Comment ? En les rassurant par rapport à une formation classique à l'université, en leur permettant une transition plus souple vers le supérieur, en passant par le lycée. Donc nous, notre CPES, il est en lien avec le lycée Lille-et-Geoffroy, donc au centre-ville de Saint-Denis, à la cité éducative. Et donc les étudiants au semestre 1 ont cours au lycée, et au semestre 2, ils vont avoir cours au lycée et en partie à l'université. Puis progressivement, les cours auront lieu de plus en plus à l'université. Voilà. Et donc dans les CPES, il y a un axe initiation à la recherche. Et donc Yannick, aujourd'hui, inaugure notre première conférence du CPES. Donc il y en aura d'autres dans l'année et d'autres les années futures. Voilà, mais bonne conférence à toutes et à tous et bonne journée. Merci. Donc je me présente, je suis Ludovic Angapin, je suis professeur de sciences économiques et sociales au lycée Mémona à Bonnef. Je suis aussi le responsable local de l'association des professeurs de sciences économiques. Donc au nom de l'association de l'APSES, nous tenons chaleureusement à remercier Yannick pour d'avoir accepté d'animer cette conférence. Ces thèmes de recherche sont des ressources extrêmement pertinentes pour nous enseignants pour aborder certains points du programme du lycée en enseignement de spécialité. Et surtout, avec ces différents thèmes, les SES se retrouvent vraiment dans le traitement pluridisciplinaire des faits de société, que ce soit du point de vue économique, politique ou sociologique. Donc je vous remercie aussi à tous d'être présents ce soir, les étudiants, certains élèves du lycée, les collègues aussi de SES qui sont là ce soir, et je vous souhaite donc une très bonne conférence. Merci. La parole à Yannick, donc. Merci infiniment Ludovic, Nicolas, Alexis. Donc merci pour cette invitation, merci pour la confiance que vous me portez. Donc je suis très heureux d'être avec vous, très impressionné aussi par le nombre de personnes dans cet amphithéâtre. J'ai préparé effectivement donc une conférence sur la thématique des discriminations ethno-raciales et des sciences sociales. C'est un domaine sur lequel je travaille, les discriminations, depuis assez longtemps. Je travaille en tant que chercheur et c'est un domaine dans lequel, effectivement, c'est un domaine, on parle aussi de champ, c'est un champ de connaissances dans lequel il est facile d'identifier l'apport de chaque discipline. Il est facile en fait de comprendre ce qu'apporte l'économiste, ce qu'apporte le sociologue, ce qu'apporte le juriste ou le politiste dans ce sous-domaine. Et donc c'est vraiment intéressant de parcourir, disons, ce champ de connaissances sous l'angle de qu'est-ce que font les sciences sociales, comment se fabriquent effectivement les connaissances qui sont utiles à l'interprétation, à la mesure des discriminations. Ça a été évoqué par Alexis. Donc moi je suis professeur d'économie à l'université Gustave Eiffel et également donc responsable d'une fédération de recherche du CNRS qui s'appelle Théorie et évaluation des politiques publiques. Qu'est-ce que c'est qu'une fédération? C'est un groupement de laboratoires. On est aujourd'hui 11 laboratoires. Et on essaye donc de travailler ensemble pour développer une offre de recherche, d'études dans le champ de l'évaluation des politiques publiques. C'est un champ qui est très fédérateur pour les économistes, mais aussi pour beaucoup de gestionnaires et de politistes et même de sociologues qui sont intéressés par les questions d'évaluation des politiques publiques. Et donc on a structuré un ensemble à la fois de groupes thématiques et d'axes pour essayer de répondre à la demande d'évaluation de politiques publiques de la part de beaucoup d'entités différentes, beaucoup d'acteurs publics, de la part de ministères, de la part de l'Union européenne aussi, et puis de la part également de collectivités territoriales qui souhaitent évaluer leurs différents leurs programmes, leurs différentes actions.
Et au sein de cette fédération, on a plusieurs groupes de travail, groupes d'études, et l'un de ces groupes est particulièrement actif, c'est le groupe pour l'étude sur l'origine des discriminations et sur l'égalité, le groupe Géode. Et dans le cadre du groupe Géode, on est à peu près une vingtaine de collègues, hein, et on essaye de développer des opérations de mesure des discriminations avec des méthodes dites de testing, où le principe, hein, sur lequel on reviendra pas mal dans la présentation, mais c'est d'envoyer une paire de candidats fictifs en réponse par exemple à une vraie offre d'emploi. Et les candidats fictifs sont semblables en tout point. Ils ont par exemple la même expérience, le même niveau de diplôme. Il n'y a aucune caractéristique, disons, productive qui les distingue, mais il y a une différence importante, une caractéristique personnelle qui les distingue. Par exemple, il y a une fille, un garçon, ou par exemple un candidat qui est d'origine métropolitaine ou d'origine française de métropole, ou d'origine, par exemple, d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, ou d'origine asiatique, et ils se distinguent donc par leur origine, et on essaye de voir si effectivement il y a des différences de traitement dans les réponses données à ces deux offreurs qui sont semblables en tout point. Et ça, c'est la méthode qu'on utilise pour mesurer des discriminations. Et on a effectivement donc réalisé maintenant un grand nombre d'opérations de recherche et parfois assez visibles, hein, dans ce domaine de la mesure des discriminations. Et c'est un peu sur ces travaux que je vais m'appuyer pour cette conférence. Alors, je vais organiser la présentation en deux temps. Dans un premier temps, j'aurai un propos relativement général en fait sur cette thématique discrimination ethno-raciale et sciences sociales. Et ma problématique, ça va être d'essayer de mettre en évidence vraiment les complémentarités des différentes disciplines des sciences sociales dans la production de connaissances dans le champ des discriminations. Et dans un deuxième temps, je présenterai de façon plus détaillée, hein, une expérience de recherche, disons un travail de recherche récent, dans lequel effectivement on verra par l'exemple comment s'organise cette complémentarité, et puis on verra aussi comment se positionnent les différentes disciplines sur la question des discriminations. Et l'objet illustratif que j'ai choisi, c'est un travail récent sur les discriminations à l'université dans l'accès à des formations sélectives de niveau master. Donc, disons, ça peut aussi peut-être vous intéresser au-delà même des questions de discrimination, de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur ces questions-là. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. Donc les discriminations, c'est un objet assez particulier par rapport à tous les autres thèmes de recherche qu'on peut survolé, qu'on peut étudier dans les sciences sociales. Les discriminations posent plusieurs problèmes aux chercheurs, et le premier problème qui est posé, c'est celui de l'objectivation. En fait, on a du mal à objectiver, c'est-à-dire d'une part à observer, hein, mais aussi tout simplement à constater l'existence de discrimination. C'est en fait pas du tout évident d'établir un constat en matière de discrimination. Et d'ailleurs, en matière disons de traitement juridique des questions de discrimination, hein, il se trouve qu'il y a un arsenal juridique très impressionnant pour sanctionner tout acte discriminatoire. Il s'agit d'un délit lourdement sanctionné par le Code pénal, mais il y a très peu de jurisprudence, hein. Il y a en pratique effectivement très peu de procès sur les discriminations, très peu de condamnations, très peu de sanctions effectivement prononcées. Et les experts dans les différents tribunaux disent qu'il y a un problème vraiment de recours au droit, et il y a aussi un problème d'effectivité des sanctions pénales dans ce domaine. Et tout ça, c'est lié à une difficulté d'administrer une preuve en matière de discrimination. Et donc ça va être effectivement un constat important pour nous. Alors pourquoi c'est difficile d'objectiver une discrimination? Parce que de quoi parle-t-on? Une discrimination, c'est une différence de traitement entre deux individus. Il y a un individu qui va effectivement subir un préjudice parce qu'il va il va pas avoir accès à une ressource ou à un service donné. Par exemple, il n'a pas accès à un emploi, il n'a pas accès à un logement,
où il n'a pas accès à un service public. Hein. Et cette différence de traitement se fait alors que, a priori, les deux candidats à l'accès à cette ressource ont les mêmes aptitudes du point de vue des offreurs, mais ils se distinguent par une caractéristique personnelle, hein, qui fait qu'effectivement, qui va entraîner la discrimination. Et donc, la difficulté qu'on a, c'est que il est difficile d'établir que une personne n'a pas eu accès à cette ressource à cause d'une caractéristique personnelle singulière qui la distingue d'autres candidats. Parce que effectivement, dans le monde réel, on est tous différents sur un très grand nombre de caractéristiques. On est tous différents sur nos aptitudes, sur notre expérience, sur nos qualifications, sur aussi notre motivation, sur beaucoup d'autres caractéristiques qui vont avoir un rôle important, par exemple dans une opération de recrutement ou dans l'accès à un logement. Et toutes ces différences, eh bien en fait, elles sont, on a du mal à les neutraliser pour dire c'est uniquement la caractéristique personnelle qui a effectivement compté dans l'accès à une ressource. Donc voilà, du point de vue de la victime, de surcroît, la victime est en général très mal placée pour témoigner, pour observer l'ensemble du processus d'accès à une ressource. Comme par exemple, vous êtes dans une opération de recrutement, vous candidatez à un emploi ou vous candidatez à un stage, et bien en général vous observez le recruteur, mais vous n'observez pas les autres candidats à l'embauche et vous n'avez pas d'idée de toutes leurs caractéristiques productives, de toutes leurs caractéristiques professionnelles ou non productives. Et donc, ça complique sérieusement, effectivement, la capacité d'une personne à témoigner sur le fait qu'elle a été victime de discrimination, puisqu'elle n'est pas en mesure vraiment d'observer l'ensemble du processus. Donc, les discriminés eux-mêmes sont mal placés pour établir le fait discriminatoire. Et puis, les discriminants eux-mêmes, alors là, il y a deux configurations possibles. Hein. Il y a des discriminants qui n'ont même pas conscience d'avoir été l'auteur d'un acte discriminatoire, parce que bien souvent les discriminations, ça renvoie à des stéréotypes qui ont un caractère inconscient et qui se font donc à l'insu même des acteurs. Donc si on n'est pas conscient, on est mal placé pour témoigner ou pour observer les discriminations. Ou bien les discriminants sont effectivement conscients d'avoir repoussé quelqu'un sur la base d'une caractéristique personnelle qui n'a pas sa place dans un recrutement, par exemple. Mais comme s'il s'agit d'un délit, évidemment, ils vont pas témoigner facilement du fait qu'ils ont effectivement eu ce comportement discriminatoire. Et donc, il est difficile d'établir le fait à cause de cela. Bon, l'autre problème, c'est que quand on parle de discrimination, on a une différence de traitement sur la base d'une caractéristique personnelle qui est prohibée par le droit, qui a un caractère illicite. Dans le droit français, donc à la fois le Code du travail, le Code pénal, on a de l'ordre de 25 critères qui sont illicites, prohibés, et la plupart de ces critères, eh bien, sont soit inobservables, c'est-à-dire que c'est le cas, par exemple, c'est le cas de l'orientation sexuelle, c'est le cas du sentiment religieux, c'est le cas aussi des préférences partisanes qui sont pas nécessairement affichées et faciles à observer. Donc soit elles sont inobservables, soit elles sont carrément prohibées, c'est-à-dire qu'il est formellement interdit, ou enfin très très sérieusement encadré. Hein, c'est très sérieusement encadré de produire des données statistiques qui renseignent ces caractéristiques prohibées. Donc ça ajoute bien sûr au problème de difficulté d'observer les discriminations. On peut potentiellement mobiliser, on se dit, a priori, on pourrait mobiliser des sources statistiques qui permettent, par exemple, de compter dans les entreprises la part des femmes ou la part des jeunes, mais on n'a pas d'informations, bien sûr, sur, par exemple, les caractéristiques ethno-raciales des personnes. On ne sait pas le nombre de blancs ou le nombre de noirs dans les entreprises. On ne sait pas non plus le nombre de personnes qui sont originaires d'Afrique du Nord ou originaires d'Asie. Il est formellement
interdit, illicite, de tenir des statistiques sur les caractéristiques ethno-raciales des personnes. Et donc ça, bien sûr, ça complique fortement l'analyse, ça complique fortement l'observation. Et donc c'est pour ça que l'observation même des discriminations pose problème aux chercheurs, pose problème aussi à l'appareil juridique, et fait qu'il y a des difficultés très particulières quand on aborde les questions des discriminations, en particulier sur la base du critère de l'origine réelle ou supposée, de l'appartenance réelle ou supposée à une race, donc sous l'entrée ethno-raciale, qui est une entrée particulièrement sensible et particulièrement surveillée par l'ensemble de l'appareillage statistique. Donc voilà, on a un problème d'objectivation. Néanmoins, on a dans ce champ particulier une expansion très considérable de la littérature, disons des travaux de recherche, des travaux académiques, qui soulignent, en fait, qui suggèrent un intérêt collectif, un intérêt de plus en plus prononcé. Il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent sur ces questions de discrimination et qui produisent des travaux, et ce sont des questions qui ont une place de plus en plus importante dans les débats publics. Donc c'est du point de vue des sciences sociales, les discriminations, c'est un domaine qu'on peut qualifier d'émergent, en forte expansion, et c'est aussi un domaine nouveau. Alors c'est vrai qu'on pouvait trouver, si on recherche par exemple en utilisant un moteur tel que Google Scholar, si on recherche discrimination avec ce type d'outil, on va trouver des références anciennes. Il y a des travaux dès les années 30 sur la question des discriminations aux États-Unis par exemple. Il y a eu des travaux en économie, il y a bien sûr l'ouvrage séminal de Gary Becker sur Economics of Discrimination de 1957, donc on a des travaux anciens, mais en fait depuis le début des années 2000, on assiste à une véritable explosion de ces travaux, et une explosion quantitative. On est aujourd'hui, par exemple, en 2022, on a 450 000 références publiées selon Google Scholar, et ne serait-ce que 21 000 pour l'année 2021. Quand on regarde année par année le nombre de références nouvelles, on est en face d'une expansion qui a un caractère vraiment géométrique, enfin exponentiel, dans les travaux, la littérature internationale sur ces questions des discriminations. Il y a une hausse continue du volume de publications, donc dans un domaine, je le disais, où il est particulièrement difficile d'établir une preuve, de constater l'existence même des discriminations. Donc ça, c'est une autre caractéristique de ce champ. Et je l'annonçais aussi tout à fait au début, il y a une particularité, une singularité du domaine des discriminations, donc comme champ de connaissance, c'est le caractère assez complémentaire des différentes approches qui sont celles, disons, des sciences sociales, mais aussi des sciences juridiques. Il y a à la fois des motivations et des motivations qui sont divergentes. Quand on rentre dans le champ des discriminations, on ne le fait pas avec les mêmes motivations lorsqu'on est un juriste, lorsqu'on est un sociologue ou lorsqu'on est un économiste. Alors, du point de vue du juriste, une discrimination, c'est d'abord, il y a une référence au droit, il y a un droit des discriminations qui s'est développé et qui se développe fortement dans la plupart des pays de l'OCDE, donc c'est le cas en particulier en France. Donc, une discrimination, c'est d'abord un délit sanctionné, je le disais, par le code pénal. Alors, la peine maximale dans le code pénal est de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende si le délit est commis par une personne physique, et cette peine est aggravée à donc 75 000 € d'amende et 5 ans de prison si la personne qui discrimine est une personne morale ou une personne dépositaire de l'autorité publique. Et donc l'amende est portée à 225 000 € s'il s'agit d'une personne morale. Donc on a du point de vue des juristes, du point de vue aussi des politistes, l'entrée sur les discriminations, c'est on va s'intéresser aux discriminations parce qu'il y a un cadre légal et parce qu'il y a effectivement un droit qui maintenant est constitué. La discrimination, c'est un délit qui est lourdement sanctionné. Alors,
pour les sociologues, je pense que l'intérêt d'un sociologue pour la question des discriminations est tout autre. Les sociologues, quand ils abordent les discriminations, ne font pas nécessairement référence au cadre juridique. C'est d'ailleurs aussi le cas des économistes. C'est pas parce que les discriminations sont un délit qu'elles intéressent les économistes. Un sociologue qui va s'intéresser aux discriminations, c'est, je dirais pour aller vite, c'est parce qu'il s'intéresse effectivement aux fractures sociales et que il est un peu revenu, disons, de l'entrée par les classes sociales. L'entrée par les classes sociales, qui est l'entrée principale qui domine la sociologie quand on fait des oppositions entre les groupes sociaux. Et l'idée, c'est d'aborder les inégalités, d'aborder les rapports de pouvoir, d'aborder les fractures sociales avec une autre entrée que celle des classes sociales, et donc de substituer à cette entrée d'autres catégories, notamment les catégories du genre, les catégories de l'ethnicité. Et l'idée, c'est de renouveler un peu le regard porté sur les inégalités et les fractures entre les groupes sociaux. Et effectivement, pendant longtemps, en France, le débat a été très largement dominé par les classes sociales et l'opposition, enfin les différences, les fractures entre les classes. Et il s'agit de renouveler ce regard avec une entrée où on va qualifier les minorités de façon différente, on va faire des oppositions entre groupes sociaux qui vont être différentes et renouvelées, et donc on va penser de façon différente les questions du vivre ensemble et des oppositions entre les groupes sociaux. Alors, du point de vue des économistes, et là je suis plus dans mon terrain familier, je pense que ce qui intéresse fondamentalement un économiste lorsqu'il aborde le champ des discriminations, c'est qu'a priori, il y a derrière chaque discrimination une énigme. On peut dire une discrimination d'un point de vue d'un économiste, c'est presque une anomalie de marché. C'est-à-dire, si on a un regard, disons, le regard classique de l'économiste, a priori, un recruteur, par exemple, qui discrimine, donc qui refuse d'embaucher certains individus en raison de leurs caractéristiques personnelles, par exemple en raison de leur origine, eh bien, il a un comportement qui peut sembler a priori irrationnel, parce que donc il va recruter dans un bassin étroit et il va se priver d'un ensemble d'opportunités, d'un ensemble de talents potentiels, et donc ça paraît effectivement un comportement irrationnel. Et donc le questionnement de l'économie, c'est tout simplement, mais quelle est la rationalité derrière le comportement discriminatoire? Essayer de comprendre pourquoi est-ce que un acteur sur un marché donné va se priver d'une partie intéressante d'opportunités, va se priver de talents, va se priver de ressources. Alors, on peut l'appliquer aussi sur le marché du logement, par exemple. Un loueur qui refuserait de louer son bien à telle ou telle personne parce que, en raison de la couleur de sa peau ou en raison de son origine, ça a priori, ça paraît un comportement irrationnel. Et évidemment, ce loueur, disons, ce type de comportement va lui impliquer des coûts. Ça va réduire ses bénéfices, et c'est donc un comportement qu'on peut qualifier d'anti-économique. Donc c'est pas du tout, vous voyez, l'entrée des économistes, c'est pas une entrée, la discrimination c'est illégal ou c'est immoral. En fait, on a aussi une autre ligne de lecture. Les discriminations, c'est aussi contraire à, disons, une logique économique élémentaire. Et donc, c'est intéressant pour un économiste d'essayer de rationaliser, de comprendre ce type disons, d'écart à la rationalité de droit commun. Voilà, donc l'économie des discriminations, par ailleurs, elle occupe aujourd'hui une place intéressante dans ce qu'on peut appeler le renouveau de l'analyse économique, un renouveau de la science économique, qui de plus en plus s'intéresse à la compréhension des comportements humains en dehors des hypothèses de rationalité stricte. On a en économie donc une vision renouvelée des
des fondements, des décisions, des choix, et c'est ce qu'on appelle aussi l'économie comportementale, hein. On a une vision maintenant différente, plus riche, où on ne se tient pas à la rationalité stricte, mais on a une vision différente, et donc l'étude des discriminations, pour les économistes, rentre complètement dans ce qu'on appelle le renouveau de l'économie comportementale. Et par exemple, si vous regardez, il y a un ouvrage récent, un repère récent sur l'économie comportementale et les politiques publiques de Nicolas Jacquemet, Yannick Gabuti et Olivier Laridon, dans lequel il y a un chapitre qui est consacré à la question des discriminations. Donc, les discriminations, c'est une partie de l'économie comportementale. L'économie comportementale, c'est une économie relativement critique par rapport au modèle classique où l'homo economicus domine et où on a une rationalité stricte des individus. Donc les motivations, vous voyez, des différentes disciplines des sciences sociales sont divergentes dans même l'entrée dans les discriminations. Alors, en même temps, il y a une réelle, je pense, complémentarité des approches des différentes disciplines dans le champ des discriminations, et c'est ce que je vais essayer de montrer. En prenant en fait ce que font chacune des disciplines lorsqu'elles abordent la question des discriminations. Donc là, on va un peu approfondir l'analyse et on va d'abord regarder ce que font les sciences juridiques et aussi nos collègues donc politistes. Les sciences juridiques et politistes, disons, ont un apport tout à fait net en matière de discrimination, c'est un apport conceptuel. En fait, la définition même des discriminations donc, nous vient des juristes, hein, et elle est assez largement partagée par d'autres, notamment les sociologues, enfin les économistes. On fait souvent référence à la définition juridique des discriminations. Hein. Donc, je le disais, en droit, hein, la discrimination, c'est une différence de traitement fondée sur un critère illicite, hein, sur un critère prohibé, c'est-à-dire une caractéristique personnelle qui n'a pas sa place dans une décision, la décision d'un offreur de laisser l'accès à une personne, l'accès à un emploi, par exemple, ou l'accès à un logement. Donc, la décision ne doit pas reposer sur des critères personnels qui sont illicites. Et donc, il y a une liste explicite des critères illicites qui a été élaborée par les juristes et qui est vraiment en expansion. Hein. On a eu des ajouts successifs dans cette liste de critères. Aujourd'hui, on compte de l'ordre de 25 critères prohibés. Hein. On a eu des ajouts, par exemple, le lieu de résidence a fait son apparition dans la liste en 2014. La précarité économique a fait son apparition dans la liste 2 ans plus tard. Et donc, on a une expansion des critères qui sont effectivement formellement prohibés en matière de discrimination. Et donc, on parle de discrimination hein, quand à la fois il y a un préjudice, il y a une décision qui a été prise sur la base d'un motif ou d'un critère personnel qui rentre dans cette liste, et lorsque cette décision, c'est une troisième condition d'une discrimination au sens du droit, lorsque cette différence de traitement a lieu dans un domaine particulier qui lui aussi est prédéfini par le droit. C'est le cas par exemple de l'accès à l'emploi, c'est le cas de l'accès au logement, c'est le cas aussi de l'accès aux services publics. Et les juristes, donc, ont conceptualisé, disons, ont défini ce qu'étaient les discriminations, et ils distinguent, par exemple, les discriminations directes, lorsque un discriminant refuse l'accès à une ressource sur la base d'un critère prohibé, donc dans un domaine défini. Ils distinguent aussi les discriminations indirectes, lorsque c'est pas le discriminant directement par sa décision qui va refuser l'accès à cette ressource, mais ça va être de façon indirecte, parce que, par exemple, pour accéder il demande que les personnes qui accèdent au logement, par exemple, soient fonctionnaires. Et en fait, pour être fonctionnaire, bien souvent, il faut être de nationalité française. Donc, indirectement, derrière le fait d'être fonctionnaire, on a un critère de discrimination qui est en œuvre. Et puis, les juristes aussi ont une troisième entrée. Ils parlent de harcèlement discriminatoire, hein, quand une personne fait l'objet d'actes discriminatoires répétés dans le temps. Et là, on a une aggravation, effectivement, du fait.
Alors, donc vous avez la liste des critères de discrimination prohibés par le droit sous les yeux. Si on regarde ce que font les juristes lorsqu'ils effectuent des travaux de recherche dans le domaine des discriminations, ben par exemple, il y a des papiers, il y a des publications, des conférences aussi sur le développement du droit antidiscriminatoire, hein, sur l'inflation des critères et ses conséquences, ne serait-ce que pour l'applicabilité du droit. Il y a aussi des travaux sur le recours et les raisons pour lesquelles les justiciables n'ont pas recours à l'appareil juridique. Il y a aussi des travaux comparatifs internationaux sur les spécificités françaises relativement aux particularités aux États-Unis, par exemple, ou dans d'autres pays. Donc, il y a des travaux qui essayent de comparer le droit antidiscriminatoire aux États-Unis et le droit antidiscriminatoire en France, pour mettre en évidence les particularités de l'invention des discriminations à la française. Et puis, on a aussi des travaux sur l'usage du droit antidiscriminatoire par les différents acteurs. Donc, quelques auteurs, hein, si vous regardez, vous pouvez regarder sur Internet les travaux de différents auteurs. Il y a Sarah Bénichou, par exemple, qui est au défenseur des droits, une juriste qui réellement essaye de capitaliser, de produire des connaissances nouvelles, intéressantes, avec un regard un peu distancié sur l'évolution du droit antidiscriminatoire. On a Gwenaëlle Calvez, qui est une professeure de droit public à l'université de Cergy-Pontoise, hein, qui a fait beaucoup de travaux depuis le début des années 2000 sur les discriminations. Sophie Latraverse, qui est aussi proche du défenseur des droits, qui avait participé à la HALD, qui était une haute autorité indépendante, une autorité administrative indépendante, compétente dans le domaine des discriminations, avant que se mette en place le défenseur des droits. Et ou Daniel Sabag, hein, qui est un politiste de Sciences Po, qui lui est spécialiste vraiment des États-Unis et du droit, de l'évolution à la fois du droit et des pratiques en matière de discrimination aux États-Unis. Voilà donc quelques exemples. Alors la sociologie, elle, a une entrée très très différente. C'est pas, je dirais qu'on ne doit pas aux sociologues un effort de conceptualisation, enfin même si ils ont proposé un ensemble de notions assez intéressantes, notamment la notion de discrimination systémique, hein, auquel les sociologues sont particulièrement attachés. Ce que font les sociologues lorsqu'ils abordent la question des discriminations, c'est ils vont s'intéresser à ce qu'ils appellent l'expérience de la discrimination, ou encore l'expérience des discriminés, c'est-à-dire le ressenti par les personnes en matière de discrimination. Les sociologues vont produire des enquêtes. Alors ça peut être une interrogation directe auprès des personnes sous forme d'entretien individuel ou collectif, et ça peut être aussi des enquêtes statistiques qui sont administrées donc en population générale ou sur des sous-populations particulières. Et ces enquêtes donc ont pour objet de recueillir la parole des personnes, de solliciter des témoignages des personnes sur leur expérience en matière, leur vécu en fait en matière de discrimination. Effectivement, donc on a, si on veut aborder les discriminations à base du témoignage des personnes, il y a en gros deux grandes entrées possibles. Hein. Soit on met en place des cellules d'écoute ou des plateformes destinées à recueillir le ressenti des personnes. Donc c'est le cas notamment du 3928 hein, de la plateforme www.antidiscrimination.fr. Si vous pensez avoir été victime de discrimination, vous pouvez, au travers de ces cellules d'écoute, au travers de ces plateformes, bien, témoigner pour indiquer qu'effectivement vous pensez avoir été victime de discrimination. Et puis il y a aussi des réclamations qui peuvent être faites auprès du défenseur des droits, donc qui est l'autorité administrative compétente dans ce domaine. Et chaque année, le défenseur des droits établit un rapport annuel, donc faisant le bilan de l'ensemble des réclamations, des alertes faites auprès de lui. Par exemple, en 2020, hein, le défenseur des droits a recensé près de 100 000 réclamations et 69 705
appels, avec une hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Et en 2021, on a eu 14 000 appels et 7 433 dossiers traités sur le 3928, qui a été, c'est une plateforme gouvernementale qui a été mise en œuvre depuis février 2021. Donc ça, c'est en fait une source d'observation sur le ressenti des personnes en matière de discrimination. Là, la plateforme, les cellules d'écoute sont, disons, en attente d'une action positive des personnes pour dire « j'ai été victime de discrimination ». Et l'autre façon de faire, c'est de solliciter directement auprès des personnes leur expérience, donc sous forme d'enquête. Et on a aujourd'hui, en France, un développement assez impressionnant de ces enquêtes de victimation. Alors, c'est notamment le cas dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, puisque depuis 2 ans maintenant, vous le savez peut-être, il y a eu des réformes qui ont été faites pour développer des plans d'égalité dans les établissements qui comportent souvent un volet diversité, un volet discrimination. Et dans ces plans, on prévoit d'effectuer des enquêtes auprès des personnes. Un autre exemple, en dehors des discriminations, hein, c'est vous savez, le rapport Sauvé sur la pédocriminalité en lien avec l'Église catholique en France, hein, qui a reposé sur une enquête de victimation qui a été conduite par beaucoup d'experts, notamment des sociologues experts en enquête, et qui ont, sur la base d'une enquête, extrapolé l'incidence, effectivement, des actes de pédocriminalité en matière en lien avec l'Église catholique. Et donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut produire avec des enquêtes en matière d'alerte sur des faits de violence faites aux personnes. Un autre exemple, c'est que dans l'enseignement supérieur et la recherche, il y a une enquête qui s'est développée, qui est l'enquête dite Acadiscrit. C'est un système d'enquête qui est aujourd'hui déployé dans 6 établissements, qui va être bientôt déployé dans une quinzaine d'universités. Et on a donc un questionnaire relativement lourd qui est standardisé, qui est adressé à l'ensemble des étudiants d'un côté et à l'ensemble des personnels enseignants ou administratifs d'un autre côté, de façon à solliciter, à recueillir leur point de vue en matière de discrimination. Et donc ça constitue la source principale des observations des sociologues, et on peut dire, c'est aussi leur rapport principal dans ce champ, hein, c'est d'étudier, d'analyser le ressenti, le vécu des personnes. Et donc on a un exemple de thème de recherche en sociologie, hein, c'est des travaux sur les discriminations systémiques, qui ne seraient pas donc dues au comportement de discriminants, au comportement individuel, aux décisions individuelles des discriminants, mais véritablement à tout un système qui mettrait de côté certains groupes sociaux en raison de leurs caractéristiques, parce qu'effectivement, les discriminations donc, peuvent faire système du point de vue des sociologues. De même, on a des travaux qui analysent de façon critique l'action publique en matière de lutte contre les discriminations. Et puis, on a des travaux approfondis à l'aide de monographies, par exemple. On étudie les discriminations ethno-raciales à l'hôpital, les discriminations à l'université, les discriminations dans le logement social. Et donc, on a des experts, des sociologues experts sur différents sous-domaines des discriminations, où ils vont interroger les acteurs du logement social, par exemple, ou interroger les acteurs de l'hôpital, et interroger également les personnes, disons les usagers des établissements, de façon à établir des liens entre le comportement des acteurs et le sentiment d'avoir été discriminés des personnes qui sont effectivement discriminées. Et donc quelques auteurs qui sont très présents dans ces travaux, hein, c'est Laure Bérény, Vincent Arnaud-Chape, Milena Deutscheva, Fabrice Dume, Didier Fassin, François Héran, Thomas Kirtzbaum, Patrick Simon, Myrna Safi. Notamment Patrick Simon, c'est un sociologue de l'INED qui a développé l'enquête Trajectoire et Origine, qui est une enquête qui est co-développée par l'INED et l'INSEE, qui permet effectivement de documenter des faits à la fois de migration, mais des faits de ressenti en matière de discrimination de la part des personnes.
Donc voilà ce que font les sociologues dans ce domaine. Et que font les économistes? Donc il y a en gros 3 apports très ciblés, très caractéristiques de ce que font les économistes. D'abord, les économistes sont actifs dans le champ de la mesure des discriminations, avec des méthodes assez différentes de celles des sociologues, et je dirais sans doute assez complémentaires. Les économistes sont aujourd'hui ceux qui, dans la plupart des pays, vont portent des opérations de mesure des discriminations par voie de testing. Et donc là, c'est une mesure expérimentale des discriminations. J'ai parlé un peu du principe auparavant. Il se trouve que le testing a été popularisé, mis en œuvre pour la première fois à la fin des années 60 par des sociologues, par un sociologue britannique qui s'appelle Daniel, qui a fait une étude avec des tout petits échantillons, mais une étude comparative sur plusieurs pays et qui explorait à la fois le logement, l'emploi, donc différents domaines. Il y a eu quelques travaux donc de sociologues qui utilisent le testing, et puis assez rapidement, la méthode a été reprise par des économistes parce que ils sont très intéressés aussi par l'aspect construction de données, par l'aspect traitement statistique avancé des données, et donc ils ont pu montrer leurs compétences dans ce domaine, dans ce champ. Alors, on a les méthodes de testing dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, dans l'accès à d'autres biens et services. Et puis on a aussi, pour les discriminations en termes de salaire ou de carrière salariale, on a d'autres méthodes qui ont aussi été développées par des économistes, notamment pour les écarts de salaire. Il y a des méthodes de décomposition statistique qui ont été développées au début des années 70, notamment donc par O'Hara et par Blinder, qui sont deux économistes appliqués qui ont proposé donc une façon de séparer dans des écarts de salaire ce qui vient effectivement, disons, par exemple des différences de diplôme ou des différences de qualification ou d'expérience, donc des effets de composition, et ce qui vient véritablement d'une partie résiduelle, inexpliquée, qui ne tient pas aux différences de composition, mais qu'on va assimiler à des discriminations. Et donc ça aussi, c'est un apport des économistes dans le champ de la mesure des discriminations. Il y a un deuxième apport des économistes, c'est qu'ils ont proposé assez tôt donc des interprétations des discriminations, parce que la question, c'est pas simplement de constater ou de mesurer l'existence de différences de traitement, mais aussi d'interpréter, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a ces différences de traitement. Comme je le disais, il y a une énigme derrière chaque discrimination. Quelle est la rationalité du comportement du discriminant? Et donc il y a des théories qui ont été proposées. On sait qu'il y a 2 grandes théories des discriminations dites explicites, c'est-à-dire des discriminations qui se font consciemment, qui se font par décision, qui reposent sur une décision consciente, explicite du discriminant. Donc il y a d'une part la discrimination par les préférences, qui a été proposée par Gary Becker dans les années 50. L'idée, c'est simplement, je discrimine parce que j'ai une aversion pour telle ou telle caractéristique personnelle des candidats à l'embauche, par exemple, ou des candidats à l'allocation sur le marché du logement. C'est le sexisme ou c'est le racisme. Moi, je ne veux pas travailler avec des femmes. Je ne supporte pas de travailler avec des femmes. C'est vraiment une aversion profonde. Et donc, je ne vais pas effectivement recruter de femmes pour cette raison-là. Donc ça, c'est la discrimination par la préférence proposée par Becker. Et puis, Becker disait, mais si donc les discriminants par les préférences vont subir un coût, vont avoir un profit globalement moins important que les non-discriminants. Et donc s'il y a un niveau de concurrence relativement important sur les marchés, ces discriminants vont disparaître. Et donc pour Becker, la meilleure action publique à développer pour lutter contre les discriminations, c'est de développer la concurrence sur les marchés. Donc on a une politique antidiscriminatoire qui a essentiellement un contenu libéral avec l'entrée de Becker. Et puis, au début des années 70, il y a d'autres économistes qui vont proposer d'autres interprétations. C'est John Kenneth Arrow d'un côté et Edmund Phelps de l'autre, qui vont proposer ce qu'on appelle aujourd'hui la discrimination par l'information. Disons, ça renvoie à du calcul, c'est un calcul économique de la part des agents
qui savent qui pensent que telle caractéristique personnelle est associée à telle caractéristique productive. Et sur la base de cette association, donc ils font un raccourci cognitif entre une caractéristique personnelle et une caractéristique productive. Par exemple, les Asiatiques sont bons en informatique, ou par exemple, en moyenne, les femmes vont être, je vais penser que les femmes vont être moins douées en informatique, un autre stéréotype, et donc c'est sur la base de stéréotypes conscients qu'on va effectivement discriminer. Un truc plus évident, c'est de dire le risque de maternité est plus important pour une femme, pour une jeune femme, et donc je vais préférer recruter soit une femme ayant une quarantaine d'années, soit un homme jeune, parce que en recrutant une jeune femme, j'ai un risque effectivement qu'elle soit en état de grossesse, et donc qu'il y ait un coût pour l'entreprise, parce que je vais devoir la remplacer et je vais devoir effectivement supporter un impact monétaire négatif. Donc on a ces deux grandes théories des discriminations proposées par les économistes, par les préférences, par l'information, et on va avoir aussi une troisième entrée possible, là qui nous vient plutôt des psychologues, mais qui a été largement intégrée par les économistes, ce qu'on appelle la discrimination implicite, où là la discrimination se fait à l'insu de la conscience du discriminant, et elle est liée à l'effet de stéréotypes, mais des stéréotypes qui peuvent avoir donc une dimension inconsciente, qui sont en dehors de toute décision rationnelle. Bon, et troisième contribution des économistes, il y a, et c'est peut-être quantitativement la moins importante, mais celle qui potentiellement peut se développer le plus dans l'avenir. Les économistes sont très intéressés par des méthodes d'évaluation d'action publique, des méthodes notamment quasi-expérimentales ou des méthodes expérimentales, et ces méthodes sont appliquées dans le domaine des discriminations. Et donc il y a quelques travaux qui effectivement ont proposé de mesurer l'impact de tel ou tel programme permettant de limiter les discriminations. Et donc, vraiment, cette volonté de mesurer l'impact, d'évaluer l'impact d'actions de lutte contre la discrimination, c'est un apport aussi des économistes. Donc, en France, qui se distingue assez peu des autres pays, sauf que, bon, par rapport à certains pays, on a un peu de retard, par rapport à d'autres pays, on a un peu d'avance, mais en France, on a surtout développé des travaux de mesure, un peu moins des travaux permettant d'interpréter les raisons des discriminations, et très très peu des travaux d'évaluation de politique publique. Donc on peut dire que dans l'avenir, on va développer de plus en plus des travaux d'interprétation, et sans doute encore plus des travaux d'évaluation. Et donc les exemples de thèmes de recherche contemporains en économie, donc c'est mesurer et interpréter les discriminations, soit en utilisant des décompositions statistiques, ça s'est fait depuis longtemps, mais ça continue à se faire. Par exemple, on regarde si il y a des différences entre le privé et le public en matière de discrimination selon les rémunérations entre les hommes et les femmes, par exemple. Et puis, on a aussi donc des expériences de type testing, et on a de plus en plus, donc, même si c'est encore embryonnaire, d'évaluation d'actions de lutte contre les discriminations. Et dans les auteurs, vous avez notamment Nicolas Jacquemet, Pascal Petit, Dominique Meurs ou Marianne Valfort. Marianne Valfort, par exemple, c'est une économiste qui est à l'OCDE et qui est l'une des seules à avoir fait des travaux véritablement sur l'effet de l'orientation, du sentiment religieux en matière de discrimination. Alors je dis c'est un domaine pacifié parce qu'effectivement on voit que les apports respectifs de chaque discipline sont peuvent être clairement définis, et donc leur complémentarité aussi est assez évidente, et on a dans ce domaine beaucoup d'expériences, d'opérations collectives entre différents chercheurs. Alors que c'est plus rare dans d'autres domaines de production de connaissances, en matière de discrimination, il est fréquent de voir des juristes travailler avec des sociologues, ou des économistes travailler avec des juristes, des économistes travailler avec des sociologues, et parce qu'effectivement, on voit clairement ce que peut apporter chaque sous-discipline.
Par exemple, enfin, quelques illustrations de cette complémentarité, de cette activité collective des différentes disciplines a été créé en 2011 un domaine d'intérêt majeur, genre, inégalité, discrimination, qui a distribué, alors là c'est pour la région Île-de-France, mais qui a distribué 40 allocations doctorales entre 2011 et 2018 sur la question des discriminations, aussi sur celle des égalités, de l'égalité du genre. On a récemment un projet d'ANR qui a été dont le financement a été validé par l'Agence nationale de la recherche sur le domaine de l'enseignement supérieur et qui associe des économistes et des sociologues. Et on a aussi assisté donc récemment à la création d'un observatoire national des discriminations et d'égalité dans le supérieur, qui a été créé en 2022. Et là, vous avez par exemple la composition du conseil scientifique de cet observatoire qui est présidé par un sociologue, un sociodémographe, Patrick Simon, mais dans lequel vous avez à la fois des juristes, des politistes, des sociologues, des économistes, des historiens et même d'autres disciplines de sciences de l'ingénieur. On est dans un domaine, un champ où la pluridisciplinarité est facilitée par la complémentarité des approches. Ça c'est une autre illustration, l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur qui a été créé cette année et qui effectivement va contribuer à porter des opérations de recherche, à les valoriser, à effectuer des enquêtes de victimation dans les universités et aussi de porter des opérations de testing dans l'établissement supérieur et de recherche. Voilà, donc on a une complémentarité thématique et on a aussi une complémentarité méthodologique parce qu'effectivement, quand on réfléchit en particulier aux principaux instruments des sociologues et aux principaux instruments des économistes en matière de mesure des discriminations, force est de constater que ces instruments ont tous des limites et que les limites, sans doute, se complètent en partie. Et donc, c'est en combinant les instruments qu'on peut produire peut-être sans doute des constats globalement plus satisfaisants. Les enquêtes de victimation, lorsqu'on interroge, par exemple dans un établissement universitaire, si on interroge la totalité des étudiants sur leur ressenti en matière de discrimination, on va potentiellement avoir un échantillon représentatif de l'ensemble de la population et donc on va pouvoir effectivement prendre une mesure de l'expérience des discriminations dans l'établissement. Et puis si on fait une enquête en population générale, on va aussi avoir un échantillon représentatif du ressenti des personnes en matière de discrimination. Mais ce faisant, l'instrument va être limité, enfin, il y a plusieurs limites assez importantes. D'abord, je l'ai un peu dit, mais les discriminés sont les plus mal placés pour être témoins des actes de discrimination, bien souvent, et donc il peut y avoir un biais de non-observation. Je peux avoir été discriminé, mais ne pas pouvoir en témoigner. Inversement, je peux aussi témoigner, je pense avoir été discriminé, mais en fait, j'ai pas une observation complète de toute la sélection qui a été faite en accédant à telle ou telle ressource, et en fait, donc, je n'étais pas objectivement discriminé. Deuxième problème, lorsqu'on a été effectivement discriminé, on peut aussi souhaiter ne pas en parler, ne pas rentrer dans l'idée que je suis indiscriminé, que personne ne souhaite être discriminé. Et donc il peut y avoir aussi un biais de non-déclaration. Et donc ces enquêtes auprès des personnes peuvent ne pas révéler effectivement l'effectivité des discriminations. Et puis un autre problème, c'est que même si je pense avoir été discriminé, il est possible que je ne le sois pas. En fait, on ne raisonne pas nécessairement, toutes choses égales par ailleurs, lorsqu'on interroge directement des personnes. Donc voilà, c'est intéressant d'enquêter les personnes, mais il y a plusieurs limites, et on voit que ce n'est pas forcément le bon moyen de récolter des informations. Les testings, c'est une autre approche qui permet donc non pas d'interroger les discriminés, mais directement de tester les discriminants potentiels. Et on le fait donc
à leur insu avec une opération piège, hein, le testing. Donc cette opération, elle a un caractère expérimental au sens où l'évaluateur va mettre en place son opération et va vraiment fabriquer des identités qui sont semblables en tout point du point de vue du discriminant qu'on va tester, sauf sur la base d'une caractéristique qu'on va effectivement tester. Et donc, potentiellement, on va fabriquer une preuve assez solide d'un fait de discrimination. Mais il y a plusieurs limites. Hein. C'est que, d'abord, sur le marché du travail, par exemple, quand on met en œuvre ce type d'approche, la première étape, c'est de sélectionner un petit nombre de professions sur lesquelles on va faire un test. Par exemple, je vais faire un test sur les professions de serveurs, je vais faire un test sur les métiers du bâtiment, je vais faire un test sur des contrôleurs de gestion. Et donc, ma mesure ne va porter que sur ces professions-là. On peut dire qu'elle est partielle. Elle ne va pas du tout être représentative de ce qui se passe sur l'ensemble du marché du travail. De même, on va faire cette mesure juste à un moment donné du temps, parfois sur quelques mois, hein, et donc les données qu'on collecte vont être sensibles peut-être à la période à laquelle on a fait cette collecte. Si on avait fait la collecte un peu plus tard ou un peu plus tôt, dans un climat différent, un climat économique différent pour l'état du marché du travail, peut-être qu'on aurait eu, ou l'état du marché du logement, on aurait eu des résultats différents. Et puis bien souvent, la mesure est localisée. Si je regarde les tests de discrimination qui ont été faits en France, essentiellement ces tests portent sur la région Île-de-France, et donc on ne sait pas du tout, mesurer. Enfin, on n'a pas encore mesuré les discriminations dans les Bouches-du-Rhône, en Corse ou en Bretagne. Donc la mesure, elle est assez localisée. Donc voilà, une mesure partielle, ponctuelle, localisée. Ça fait que les tests de discrimination, il faut vraiment les considérer avec précaution, hein, mais c'est un peu le propre de toutes les mesures expérimentales. Si on veut surmonter ces limites, bien sûr, la réponse, c'est pas de faire moins de tests, hein, mais c'est de répéter des tests sur d'autres périodes, pour d'autres professions, dans d'autres espaces géographiques, de façon à véritablement produire des connaissances. Et ce faisant, hein, ce qui est intéressant, c'est de combiner. On voit bien que l'intérêt, les apports des méthodes de type enquête de victimation peuvent compléter utilement les méthodes de type testing. Bon, qu'en est-il, là je suis toujours un peu dans les généralités, hein, qu'en est-il en pratique en France? Si on regarde sur les 15 dernières années, depuis qu'on a commencé à faire ce type d'opération et à mesurer des discriminations ethno-raciales alors, sur le marché du travail, on a en gros une quinzaine d'études qui ont été produites. Je parle ici des études de portée scientifique, donc avec des échantillons relativement conséquents, des gros échantillons, des données qui ont fait l'objet d'exploitations statistiques avancées, dans lesquelles on a vraiment essayé de faire un raisonnement toutes choses égales par ailleurs, en estimant des modèles statistiques du type des modèles, en effectuant des régressions, et puis en ayant recours à la théorie des tests, hein, de façon vraiment à dire si les écarts de taux de succès des différents candidats fictifs qu'on mesure à l'aide d'un testing, si ces écarts sont bien statistiquement significatifs et s'ils ne sont pas dus au hasard. Donc les études qui remplissent ces conditions, donc des études disons de portée scientifique, ben, on peut en recenser une quinzaine. Ça a commencé sur le marché du travail en 2006 avec une étude de la DARES qui à l'époque reprenait une méthodologie de testing proposée par le Bureau international du travail. Et puis depuis, ben, on a presque un testing par an qui a été effectué en France. Et dans notre équipe de recherche, on a effectué une dizaine d'opérations de ce type. Et au total, si on fait le cumul de toutes ces études, c'est 52 524 candidatures qui ont été envoyées par les chercheurs, donc essentiellement en réponse à des offres d'emploi. Donc on arrive au total à un échantillon assez conséquent. Et ce qui est impressionnant, c'est que donc toutes ces études ont effectivement conclu à l'existence d'une différence de traitement sur la base de l'origine. Donc entre le candidat de référence
qui est un candidat donc, qui signale par son patronyme une origine française de métropole, une origine franco-française, on va dire, et le candidat qui signale par son patronyme une origine étrangère, typiquement une origine d'Afrique du Nord, une origine d'Afrique de l'Ouest, hein, qui sont les origines les plus testées dans cette littérature. L'écart relatif des taux de succès entre les deux candidats est de l'ordre d'un tiers. Ça veut dire qu'il y a un tiers de chance en moins en moyenne pour le candidat minoritaire, originaire d'Afrique du Nord, d'obtenir une réponse positive à ses démarches dans le cadre d'un recrutement, donc en fait d'être invité à un entretien d'embauche. Et l'écart absolu, lui, est en moyenne de 10 points. J'ai fait un petit graphique avec les résultats de toutes ces études. Ce qui ressort, c'est que, bien sûr, il y a des différences entre les études. Elles n'ont pas été faites au même moment, elles n'ont pas été tout à fait élaborées selon le même protocole, et surtout, c'est pas les mêmes professions qui ont été testées. Il y a des professions qui sont plus ou moins exposées à ces problèmes aux discriminations, notamment selon l'entrée ethno-raciale. Mais au-delà de ces différences, on voit que aucune étude n'a constaté en fait qu'il n'y avait pas de différence entre les deux types de candidatures. Toutes les études relèvent une pénalité, donc une différence de traitement, une pénalité à l'encontre du candidat d'origine maghrébine ou originaire d'Afrique de l'Ouest selon les études. Et donc on a une différence qui est relativement, par ailleurs, enfin qui est heurtée, mais relativement constante dans le temps si on regarde l'ensemble de ces études un peu de façon rapide. On a par ailleurs une autre source qui est la seule, à ma connaissance, qui permette de suivre dans le temps les discriminations ethno-raciales sur la base d'un protocole invariant. Mais alors c'est très partiel parce que c'est que pour deux professions, une profession de responsable administratif, hein, disons de manager d'un côté, et un univers professionnel qui est celui des aides-soignants de l'autre. Aides-soignantes sur le graphique parce qu'effectivement dans cette profession on a une grande majorité de femmes et les candidats fictifs qui ont été testés sont des femmes. Donc on a d'un côté, on mesure des différences de traitement pour des cadres administratifs masculins et de l'autre, pour des aides-soignantes qui sont des femmes. Et le protocole consiste en fait à envoyer un triplet de candidatures en réponse à des offres d'emploi qui sont effectivement publiées. Le triplet de candidatures, c'est à chaque fois un candidat de référence qui à la fois habite dans un quartier neutre et a un patronyme, un nom et un prénom qui signalent une origine franco-française. On a un deuxième candidat qui, lui, habite dans un quartier neutre, mais signale par son nom et son prénom une origine maghrébine. Et puis, on a un troisième candidat qui, lui, a un nom et un prénom qui évoquent une origine franco-française, mais qui habite dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc on veut mesurer avec ce type de protocole à la fois l'effet de l'origine et l'effet de l'adresse. C'est ce qu'on appelle un protocole multicritère. Et ce qui est intéressant, c'est simplement de regarder dans le temps comment évoluent les écarts de taux de succès entre les différents candidats. Donc par exemple, vous avez dans les graphiques supérieurs, on mesure la discrimination selon l'origine. La courbe en bleu, hein, c'est le candidat de référence, et la courbe en orange, c'est le candidat potentiellement discriminé, donc un candidat qui a un nom et un prénom d'origine maghrébine. Et dans les graphiques inférieurs, vous avez les discriminations selon l'adresse. Avec en bleu candidat de référence et en orange un candidat qui habite dans un quartier politique de la ville. Et ce que l'on voit, donc, c'est que les taux de succès changent dans le temps. Effectivement, là, les mesures sont faites depuis 2015. Et depuis 2015, on a une amélioration globale du marché du travail. Hein, si on accepte la parenthèse de la crise sanitaire, on est dans un contexte plutôt de reflux du chômage et d'amélioration de la situation de l'emploi. Et donc le taux de succès de nos candidats augmente tendanciellement. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a un écart persistant entre le candidat franco-français et le candidat d'origine maghrébine. Ce que ça signifie, c'est que malgré l'amélioration du marché du travail, on a toujours une discrimination qui a un caractère presque structurel, enfin installé au regard de ces indicateurs.
Par contre, du point de vue des discriminations à l'adresse, on n'a pas tout à fait le même constat, hein. On voit que pour les aides-soignantes, il n'y a quasiment pas de différence sur toute la période. Et pour les responsables administratifs, on voit au contraire que les candidats qui habitent dans des quartiers prioritaires sont caractérisés par des taux de succès plus élevés que ceux qui n'habitent pas dans les quartiers prioritaires. Et donc ça, c'est un phénomène plutôt étonnant, parce que il y a eu beaucoup d'opérations de testing entre 2010 et 2015 qui ont au contraire mis en évidence le fait qu'il y avait une pénalité au fait d'habiter dans un quartier défavorisé. Et là, on voit que la pénalité s'est en quelque sorte inversée, et l'interprétation, elle repose sur le déploiement d'une politique publique qui a été assez forte dans son intensité. C'est la politique des emplois francs, hein, qui a été expérimentée à partir d'avril 2018 et qui a été généralisée ensuite à partir de 2019-2020, et qui donc concerne aujourd'hui l'ensemble des plus de 1400 quartiers prioritaires, à la fois en métropole et en outre-mer, et donc qui semble-t-il a contribué à inverser la pénalité liée à une adresse, hein. Un emploi franc, c'est: je donne une subvention à un employeur qui va recruter un demandeur d'emploi qui habite dans un quartier prioritaire. Donc il y a une espèce de prime à une adresse. La subvention, elle est assez conséquente, parce qu'elle est de 15 000 € pour un contrat à durée indéterminée, et de 5 000 € pour un contrat à durée déterminée sur 2 ans, et c'est 15 000 € sur 3 ans pour un CDI. Donc voilà, on a effectivement des mesures, ça c'est des travaux effectués par des économistes, hein, qui montrent que les discriminations persistent dans le temps selon l'entrée ethno-raciale, mais que c'est pas le cas selon l'adresse. Voilà, donc je voulais, dans cette première partie, dresser un peu de façon générale des constats sur discrimination ethno-raciale et sciences sociales, hein, insister sur la complémentarité des différentes disciplines. Et dans un deuxième temps, je voudrais vous donner un exemple, une illustration d'une étude économique, une étude faite par des économistes sur les discriminations dans un domaine nouveau. Ici, on va essayer de tester les discriminations dans l'accès à l'université. Est-ce qu'effectivement, existe-t-il des différences de traitement dans l'accès à l'université? Donc, a priori, on a de bonnes raisons de penser que non, mais on a aussi certaines raisons de penser que oui, il est possible qu'on ait des discriminations. Combien de temps il me reste, en fait? 15 minutes, c'est très bien, c'est très bien. Donc je vais passer rapidement sur ces raisons. Donc, le projet a consisté à mesurer des différences de traitement dans l'accès à des formations sélectives de niveau master. Et l'idée, ça a été de construire un échantillon représentatif de l'ensemble des masters en France, et donc d'envoyer des candidatures fictives auprès de ces masters, de façon à voir s'il y avait des différences de traitement selon l'origine. Et l'origine, elle est ici uniquement révélée par le patronyme des candidats fictifs qui candidatent donc dans ces masters. Alors, ce faisant, il y a un intérêt méthodologique, c'est qu'on surmonte des limites habituelles des opérations de testing. J'ai dit, un testing, en général, c'est non représentatif, c'est une opération très ponctuelle et ciblée. Et là, comme on a une base de sondage, en fait, on va prendre l'application trouvermonmaster.com, et on va utiliser cette application pour construire un échantillon de l'ensemble des masters en France. Et donc, on fait un testing sur échantillon représentatif. Et par ailleurs, la mesure ne va pas être ponctuelle non plus, elle ne va pas non plus être localisée. On va couvrir la France entière, y compris l'outre-mer, et on va répéter l'opération dans le temps de façon à suivre, comme je l'ai montré sur les graphiques précédents, à suivre l'évolution des discriminations dans ce domaine. Alors, dans la première réalisation de ce type d'opération, qui a lieu il y a 2 ans, la collecte a eu lieu en 2021. On a donc testé 2 critères de discrimination: une situation de handicap. Le candidat à l'inclusion, à l'intégration à un master indique qu'il est en fauteuil roulant auprès du responsable de formation dans sa prise de contact pour intégrer la formation. Et puis, on teste aussi donc une origine maghrébine, où le candidat signale par son prénom et son patronyme qu'il est d'origine maghrébine.
Alors, comment on fait concrètement? Ça va être un test. Il ne s'agit pas d'envoyer des candidatures, des dossiers complets de candidatures avec, par exemple, le CV, une lettre de motivation et tous les procès-verbaux, toutes les notes obtenues à toutes les années. Donc, il ne s'agit pas, évidemment, d'envoyer un dossier complet qui serait un faux dossier. Hein. On va simplement envoyer une demande d'information auprès des différents responsables de formation, hein, une demande d'information qui va être un simple courrier électronique envoyé aux responsables de formation. On dit bonjour, le master par exemple économie appliquée de l'entreprise et des marchés de l'université de La Réunion, dont vous êtes le responsable, correspond bien à mon profil et j'aurais voulu y présenter ma candidature. Pouvez-vous me dire comment candidater? Bien à vous. Et donc c'est un message relativement neutre, simple, direct, qui est une prise de contact où le candidat à la candidature, en quelque sorte, demande comment intégrer le master. Et on formule un autre message du même type. Hein, bonjour, je voudrais proposer ma candidature dans votre master, donc économie de l'entreprise et des marchés de l'université de La Réunion, qui est en adéquation avec mon parcours. Pourriez-vous m'indiquer de quelle façon je peux déposer un dossier en vous remerciant? Donc le même type de message. La seule différence, c'est la signature dans les messages. Enfin, les messages sont semblables en tout point, mais se distinguent par la signature. Il y a un message qui est signé de, par exemple, Mohamed Messaoudi, enfin donc un couple nom-prénom qui évoque sans ambiguïté une origine d'Afrique du Nord. Et l'autre message qui est signé Thomas Legrand, un couple nom-prénom qui évoque sans ambiguïté une origine franco-française. Et puis là, on a fait un troisième message où, de surcroît, la personne, donc, qui a là un nom et un prénom qui évoquent une origine franco-française, Lucas Martin, indique « Il m'a été conseillé de signaler aux responsables de formation que je suis une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant, en fauteuil. » Donc on envoie ce triplé de messages à quelques jours d'intervalle aux mêmes responsables de formation. Et au total, on a testé, dans cette première vague, on a testé 607 responsables de formation dans 19 universités différentes. Et l'expérience, parce que c'est bien une expérience, c'est une expérience dont il s'agit, consiste simplement à voir s'il y a des différences dans les réponses données par les responsables de formation à ces différents messages. Bon, par ailleurs, ces messages ont un caractère réaliste, hein, au sens où il y a plusieurs responsables de formation ou de responsables de master dans la salle sans doute. Moi, je suis moi-même responsable de formation. Il y a une certaine responsable de master. Il y a une certaine période dans l'année, disons entre février et avril, où on reçoit beaucoup de messages de ce type, où il y a beaucoup d'étudiants qui nous demandent comment faire pour candidater dans le master. Et donc, ce qu'on va simplement faire, c'est regarder si confronté à ce triplet de demandes d'informations, si les responsables de formation ont effectué des réponses différentes à ces demandes. Vous constaterez qu'il n'y a aucun autre élément qui permet aux responsables de formation de distinguer, donc de se prononcer sur l'aptitude des personnes. Il y a le seul signal qui est envoyé, c'est un signal d'origine, et donc a priori, s'il y a une différence de traitement, on va pouvoir l'attribuer, l'affecter uniquement qu'à ce signal d'origine. Et donc on est en train de mesurer, vraiment toutes choses égales par ailleurs, l'effet de l'origine sur l'accueil réservé par le responsable de formation. Alors qu'est-ce que ça donne ? Mais on a des résultats qui sont assez impressionnants. Hein. On a effectivement donc le candidat de référence franco-français. Il a obtenu une réponse positive à sa demande d'information dans 69,2% des cas. Hein. On a envoyé, je disais, 607 sollicitations et on a eu 423 réponses positives. Le candidat en fauteuil roulant, lui, il a un taux de succès relativement proche, hein, un peu inférieur, de 2 points, 67,7% avec 411 réponses. Mais cet écart de 2 points, il n'est pas statistiquement significatif. C'est-à-dire quand on fait des tests, effectivement, on ne peut pas, enfin, disons avec un seuil de risque usuel, on ne peut pas attribuer cette différence à autre chose que le hasard. Enfin, il est fortement probable qu'elle soit due au hasard. Le hasard peut produire ce type de différence.
En revanche, pour le candidat qui signale par son patronyme une origine maghrébine, eh ben lui, son taux de succès va être significativement plus faible. Il n'a que 371 réponses positives, et donc le taux de succès, c'est de 61,1%. Donc ça fait un écart par rapport au candidat de référence. La différence de taux de succès, elle est de 8,6 points, soit en termes relatifs 12,3% de chance en moins de recevoir une réponse positive à sa demande d'information. Donc vous avez aussi l'histogramme là, qui reprend ces mêmes données, et puis on a fait figurer les intervalles de confiance sur chaque histogramme. Quand les intervalles de confiance se recoupent, la différence n'est pas statistiquement significative. Quand ils sont disjoints, elle est statistiquement significative, et c'est le cas effectivement pour le candidat d'origine maghrébine. On peut aller plus loin dans ce type d'expérience, et c'est assez particulier justement. On peut coder, créer une variable où on dit le responsable de formation a apporté une réponse positive au candidat franco-français, mais négative au candidat qui signale par son patronyme une origine maghrébine. Et on va appeler le résultat de ce code, on dit le responsable de formation est discriminant dans ce sens-là. Sur un simple test, il a donné une réponse positive au franco-français, et il n'a pas donné de réponse, une réponse négative au candidat maghrébin. Et on trouve que 17% des responsables de formation, effectivement, ont eu une réponse discriminante vis-à-vis du candidat, donc dont le patronyme suggère une origine d'Afrique du Nord. Ce qui est évidemment assez conséquent. Et on complète ce type d'études par des estimations statistiques, économétriques, dans lesquelles on va essayer de contrôler des différents facteurs qui peuvent avoir eu un effet sur les écarts de taux de succès, notamment par exemple l'ordre d'envoi des différents candidats. Et ce qu'on met en évidence, c'est que après ces différents contrôles, on contrôle aussi le domaine d'études, le niveau de diplôme, le type de diplôme, et on voit qu'il y a bien l'écart est robuste entre le candidat d'origine maghrébine et le candidat d'origine donc franco-française. Donc on a un effet là qui est effectivement qui semble solide. On peut aller un peu plus loin aussi dans l'étude en essayant de voir s'il y a des différences entre les filières de formation du point de vue de ces écarts. Par exemple, on va séparer les domaines d'études, droit, économie, gestion d'un côté, sciences humaines et sociales, sciences, technologies, santé, arts, lettres, langues. Et ça, c'est une ventilation effectivement assez efficace parce qu'elle permet de modifier assez fortement les écarts de taux de succès. Ce qu'on met en évidence, c'est qu'on n'a pas de différence statistiquement significative dans le taux de succès pour les domaines donc sciences humaines et sociales, et aussi arts, lettres et langues. Par contre, on a des différences statistiquement significatives et relativement fortes dans le domaine droit, économie, gestion et dans le domaine sciences, technologies, santé. On a été un peu plus loin dans l'analyse en essayant de ventiler par sous-domaine. Et dans le domaine droit, économie, gestion, on trouve qu'il y a une discipline en particulier qui est à l'origine des écarts de taux de succès très forts. Donc c'est très localisé. Et cette discipline, c'est pas l'économie, c'est pas la gestion, c'est le droit. Le droit, effectivement, est la discipline qui va, à ce type d'expérience, va donner des réponses les plus divergentes aux différents candidats. Et même quand on calcule la part des responsables de formation discriminants dans les sciences juridiques, on a 33,3%, c'est-à-dire en fait un responsable de formation sur 3 qui va donner une réponse différente aux candidats franco-français et aux candidats d'origine maghrébine. Et on a aussi 21,1% en sciences, mais on a au contraire des chiffres très très faibles dans arts, lettres et langues et SHS. Alors, on ne va pas s'arrêter là, on n'est pas loin, mais on ne va pas s'arrêter là, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une enquête complémentaire pour essayer d'interpréter les mécanismes en œuvre derrière ces discriminations. 3 mois plus tard, on a interrogé l'ensemble des 607 responsables de formation en passant un post-questionnaire sans aucune référence au testing initial. Le testing a été fait à l'insu des responsables de formation. On ne leur a pas dit ensuite qu'ils avaient fait l'objet d'un testing. Et dans cette post-enquête, on les a interrogés en fait sur leurs difficultés de recrutement. Donc c'est une enquête qui a été administrée
par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche auprès des responsables de formation sur leurs difficultés de recrutement. Et donc, on a un petit questionnaire, on leur pose beaucoup de questions sur combien il y a de candidatures, comment se passe la sélection, comment s'organise, enfin, quel est leur point de vue par rapport à l'égalité, est-ce qu'il faut privilégier des candidatures étrangères, est-ce qu'il faut privilégier les personnes en situation de handicap, est-ce qu'il faut donner une prime aux femmes, par exemple. Donc beaucoup de questions sur la sélection, l'égalité et l'organisation du recrutement. Et en fait, sur les 607 responsables, il y en a 175 qui ont répondu complètement à nos questionnaires. Donc on en a suffisamment pour pouvoir faire des exploitations complémentaires. Et on va en fait tester avec cette approche qui a des limites, mais je ne vais pas trop m'étendre, mais en tout cas qui nous apprend des choses. On va essayer de tester différents mécanismes de discrimination. Discrimination par les préférences, discrimination par l'information, discrimination implicite aussi. Et on va tester aussi des facteurs organisationnels ou contextuels qui peuvent amplifier les discriminations. Comment s'organise concrètement le recrutement et quelle est la situation en termes de tension dans le recrutement subi par la formation. Et ce qu'on va mettre en évidence, c'est qu'effectivement, les responsables de formation dits discriminants, hein, je dis entre guillemets au sens où on l'a défini, sont confrontés à un contexte particulier. En fait, des formations les plus discriminantes, ce sont aussi les plus tendues, au sens où il y a le plus de candidatures dans ces formations. Ce sont celles qui offrent les débouchés professionnels les plus avérés. Par exemple, on a été chercher en appariant avec des données du ministère de l'Enseignement supérieur les rémunérations à la sortie, ou le type de contrat. La rémunération à la sortie dans les formations discriminantes, c'est 2088 € contre 1982 € dans celles qui ne sont pas discriminantes. On a une différence de 100 €. Le nombre de candidats, c'est 414 pour les formations discriminantes en moyenne contre 265 pour les formations dites non discriminantes. Et ce qu'on met en évidence, en fait, ce sont que les formations dites discriminantes, c'est celles où il y a beaucoup de candidats, parce qu'elles offrent aussi des débouchés professionnels les plus intéressants à l'issue de la formation. Et quand on contrôle par toutes ces caractéristiques, donc notamment par l'attractivité de la formation, on met en évidence le fait que les différences entre disciplines que j'évoquais auparavant ne sont plus une variable significative dans un modèle complet de régression. Ça veut dire qu'il ne faut pas du tout jeter la pierre à nos collègues juristes ou à nos collègues des sciences de l'ingénieur, par exemple. S'ils sont surexposés aux faits discriminatoires, c'est aussi parce qu'ils sont confrontés à d'abord des problèmes organisationnels. Très souvent, ils sont seuls en situation de trier les dossiers, de sélectionner. Donc, ils sont exposés à tous leurs biais potentiels, alors qu'un recrutement collectif sur la base d'un jury constitué, même si c'est beaucoup plus coûteux à organiser, permettrait de se prémunir contre ce type de biais. Donc, il y a un problème d'organisation du recrutement, mais il y a aussi un problème de tension dans le recrutement. Les collègues qui sont confrontés au risque de discriminatoire élevé sont aussi ceux qui, effectivement, ont beaucoup de dossiers à traiter en très peu de temps et donc vont sans doute faire appel à des raccourcis cognitifs pour dire je ne vais pas répondre à un candidat qui signale une origine maghrébine par son patronyme parce que je sais qu'en moyenne, ce candidat aura peut-être moins de chances effectivement de sortir de ma formation avec succès. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer. Voilà, donc je voulais vous donner une illustration d'une étude récente dans ce champ discrimination ethno-raciale et sciences sociales, en l'occurrence une étude faite par des économistes. Hein. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que on met en évidence l'existence de discrimination, alors qu'encore une fois, je le répète, c'est vraiment particulièrement difficile à mettre en évidence. On a des écarts qui sont dans l'absolu assez fort entre nos différents candidats,
mais il s'agit d'un test simplement sur une seule demande d'information. On ne peut pas préjuger de ce qui va se passer par la suite dans l'examen des candidatures. On peut présumer, bien sûr, qu'un responsable de formation qui ne donnerait pas suite à une réponse formulée par un candidat d'origine maghrébine, sans doute a des préférences particulières, hein, un peu biaisées, à l'encontre de ces types de candidats, et qu'il est probable que dans la suite du recrutement, ces préférences s'expriment. On met en évidence donc le fait que ces pénalités fortes sont assez localisées dans certaines formations, mais on met en évidence aussi que ces formations sont caractérisées par une organisation particulière du recrutement, où le responsable de formation est surexposé est seul, déclare qu'il est seul dans la gestion des dossiers, et aussi où les filières de formation sont particulièrement attractives et sélectives, et parce qu'elles offrent des débouchés professionnels avérés. Donc on est en phase de discrimination qu'on peut constater, mesurer, qu'on peut aussi interpréter. Et donc ce qui est très intéressant dans ce type de travail de recherche, c'est qu'on a aussi évidemment des recommandations à formuler en termes d'amélioration ou d'actions qui permettraient de limiter l'exposition aux risques discriminatoires des personnes qui effectivement sont discriminantes. Alors c'est une étude qui gagnerait à être répétée, qui va l'être, hein. On a déjà fait une deuxième vague de tests sur un échantillon 3 fois plus important. On a plus de 2400 responsables de formation qui ont été testés au début de l'année sur d'autres critères de discrimination, et on va continuer à effectuer ce type de tests, hein, de façon à suivre dans le temps l'évolution des discriminations dans ce sous-domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je vous remercie. On va passer aux questions. Donc on en prend 3, et puis ensuite on laisse Yannick répondre. Donc si vous avez une question, levez la main. Merci beaucoup. J'avais deux petites questions sur la première partie. La première partie de résultats, vous avez montré un ensemble d'études qui avaient des discriminations plus ou moins importantes. Si je me souviens bien, c'est entre 20 et 95%. Et donc il y en a une qui devait être de 2006 où vous avez participé, et c'était 95%. Je me demandais de quel métier il s'agissait. Ouais, pénalité, voilà, 95% de pénalité. Donc ça, c'était ma première question. Et puis sur le master, voilà, les constats sont ce qu'il est, c'est terrible. Est-ce qu'il s'agit bien de master public uniquement, d'une part, et d'autre part, quelles mesures vous pouvez proposer, et quels leviers vous, en tant que chercheur et grand chef, vous pouvez proposer aux gouvernants pour éviter ça? Et voilà, vous avez compris. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Moi, j'ai 3 questions. Une première conceptuelle, une autre éthique, et une autre plutôt sur l'analyse des résultats. Donc la première question conceptuelle, c'est que vous glissez tout au long de votre exposé, en fait, vous conceptualisez les discriminations, puis à un moment, vous parlez d'égalité, puis d'inégalité. Et en fait, il y a ce glissement sémantique, et moi, j'aimerais, et en sociologie, voilà, je parle de mon point de vue de sociologue, justement, une des difficultés d'objectivation des discriminations, on les lève en parlant d'inégalité. Donc voilà, comment est-ce que vous faites, vous, du point de vue de l'économie ? Donc la question éthique, elle est relative aux tests que vous faites passer. Donc, est-ce que vous avez un comité de suivi éthique? Comment est-ce que vous faites pour dérouler ce genre d'expérience dans le cadre de l'ESR, de l'enseignement supérieur, j'imagine que j'aimerais pas avoir à faire ce genre de testing. Et comment est-ce que vous avez fait pour gérer ce genre de choses? Et la dernière question, c'est sur les données. Donc dans votre diapo 24, vous mettez en évidence une disparité entre les différentes disciplines. Bon, pour rigoler, c'est une boutade, hein, j'ai envie de dire que là où il y a moins de discrimination, c'est dans les filières les plus féminisées du point de vue du corps enseignant. Et voilà. Et du coup, quid du discriminant finalement? C'est-à-dire qu'on en apprend sur le discriminé, sur l'acte de discrimination, les conditions de discrimination, et finalement, quelles sont les variables que vous avez testées
pour mieux comprendre le discriminant. Je pense aux variables de genre, aux variables KT, et surtout les variables d'origine, du coup, du discriminant. Merci. Ok, ça fait beaucoup de questions, donc on va te laisser répondre peut-être. Je vais répondre dans l'ordre. Donc la première question était factuelle sur 2006. On avait testé en 2006. Donc la publication porte uniquement sur des comptables, mais à l'époque, quand on a fait le test, on avait des candidatures. On a fabriqué des candidatures qui étaient, disons, moyennement attractives, et nos taux de succès étaient très faibles en fait. On avait des taux de succès de moins de 10%. Merci beaucoup. Et donc là, sur le graphique, on a les taux de succès relatifs. Et donc c'est pour ça que le taux de succès relatif atteint 95%, parce qu'en fait, on passe de 10 à 20%. Il y a 10 points. En fait, en termes absolus, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport aux autres études. Voilà, donc ça c'était pour la première question. La deuxième, les mesures à proposer, c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi ce qu'il y a de très intéressant dans le fait de travailler sur l'enseignement supérieur et la recherche, hein. C'est que précisément, on est relativement bien placé pour agir. Et donc, nous ce qu'on a fait, c'est que on a créé un observatoire avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du Défenseur des droits, de France Université, qui remplace la conférence des présidents, et aussi avec celui de la commission permanente des chargés de mission égalité et diversité dans les établissements, la CPED. Donc c'est tous les acteurs en fait de la lutte contre les discriminations et de l'égalité dans le supérieur. Et donc moi j'anime un groupe de travail au sein de France Université, dans lesquels on a convié tous les présidents d'université à rejoindre ce groupe. Et il y a des experts donc, de chaque université qui sont dans ce groupe, où on réfléchit précisément sur les différents moyens qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de limiter ces phénomènes. Et donc on a des réunions régulières. On a déjà fait une réunion. La semaine prochaine, on va se voir pour parler des cellules d'écoute. On va mettre en commun aussi les bonnes pratiques en matière d'enquête, pour essayer d'avancer. Et puis on fera aussi, on espère aussi échanger des bonnes pratiques en matière d'action, de formation, par exemple, ou de sensibilisation auprès des étudiants ou auprès des responsables de formation, en fait. Et donc, et potentiellement, on peut modifier les plans pour l'égalité des différents établissements. Donc, on est vraiment en mesure de faire que nos travaux de recherche soient utiles et transformants. Alors, sur le triplet de questions, sur l'aspect conceptuel, oui, alors il est très important de distinguer inégalité et discrimination. Inégalité, c'est une simple différence de situation. Une discrimination, c'est une différence de traitement dans l'accès à une ressource ou l'accès à un service public. Et donc, attention, je peux être dans une situation parfaitement égale, mais être discriminé. Je peux être dans une situation inégale sans être discriminé. Et donc, inégalité, discrimination. Certes, les discriminations en général vont générer des inégalités, mais il y a beaucoup d'inégalités qui sont sans lien avec des discriminations. Du point de vue aussi de la, disons, de l'éthique, du point de vue éthique ou du point de vue de la justice, il n'est pas forcément impératif de lutter contre toutes les formes d'inégalité. Il y a des inégalités qui sont sans doute injustes, mais il y a des inégalités qui sont orthogonales, indépendantes de la question de la justice, parce que ça peut être une simple différence de choix entre individus. Et donc, il y a des individus libres qui font un choix plutôt qu'un autre, et ils se trouvent dans une situation inégale, mais il n'y a pas lieu d'intervenir, que l'État intervienne ou de légiférer dans un sens ou dans un autre. Par contre, en matière de discrimination, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Discrimination, c'est nécessairement un délit, donc ça appelle une réponse juridique, ça heurte aussi l'éthique, donc ça impose une action de remédiation. Donc effectivement, il est important de distinguer les champs sémantiques, et donc on parle d'inégalité de traitement pour éviter d'avoir un propos très lourd en répétant discrimination sans arrêt, mais quand on parle de discrimination, on ne parle pas de toutes les formes d'inégalité, loin de là. Ensuite, alors éthique, oui, effectivement, c'est
à une question importante. En matière de testing, quand on fait des tests de discrimination, vous comprenez que pour que les tests aient une quelconque validité, il faut les faire à l'insu des personnes qui discriminent. Si on les prévient, les tests n'ont plus aucun intérêt, plus aucune validité. Là où on va être extrêmement vigilant sur les questions éthiques, c'est que nous, on collecte des données, mais après, nos données sont traitées de façon parfaitement anonyme. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans cette opération-là, comme dans toutes les opérations qu'on fait sur le marché du travail, à aucun moment, on va stigmatiser telle ou telle entreprise ou tel responsable de formation, ou même telle ou telle université, pour indiquer qu'elle serait plus discriminante qu'une autre. Bien sûr, les données sont traitées de façon anonyme. Ce qui nous intéresse, c'est de produire de la connaissance et pas de pointer la responsabilité de tel ou tel, ce qui n'a aucun intérêt durable. Donc on s'appuie effectivement sur un comité d'éthique. Par ailleurs, nos études sont financées, donc il y a aussi un avis des comités de pilotage qui suivent les études, et on est absolument rigoureux. Il y a un plan de gestion des données aussi qui est suivi, et on est rigoureux sur le fait qu'aucune information nominative n'est exploitée avec ce type de données. Alors, on ne connaît pas, sur la dernière question, donc par exemple la part des femmes, est-ce que le sexe du responsable de formation joue un rôle? Là, on a pu le coder, le sexe du responsable de formation, parce que sur la base des noms et des prénoms, on peut relativement bien déduire le sexe, et puis donc on a codé la variable sexe, et on ne trouve pas d'effet significatif du sexe du répondant, qui n'est pas toujours la responsable de formation. Ça peut être parfois la responsable administrative, le secrétaire pédagogique, qui est très fréquemment une femme. Donc je peux avoir un responsable de formation homme et une secrétaire femme. Donc on a codé simplement le sexe du répondant, et on peut avoir, en tout cas on n'a pas trouvé de différence avec le sexe du répondant. Par contre, on n'est pas en mesure de coder l'origine, puisque ça c'est prohibé par le cadre légal. Voilà. Au cours de cette présentation et des quelques recherches que j'ai pu et voulu faire sur vous, j'ai cru comprendre que vous vous intéressiez surtout à l'insertion professionnelle et à toutes les exactions, discrimination dans la recherche d'emploi. Et je me demandais pourquoi cette région, ce domaine spécifiquement, et pas les discriminations ailleurs. Est-ce que ça vous a été mené par la force des choses, ou est-ce qu'il y a une véritable volonté derrière? Je voudrais m'assurer que j'ai bien compris quelque chose. Là, vous dites que le fait d'être un recruteur en droit, ça n'a pas d'influence, plutôt que d'être en éco ou être quelque part. Parce que je suis tellement convaincu du contraire, surtout à l'égard des Maghrébins, que évidemment j'aimerais bien être sûr que c'est bien ça que j'ai compris. Moi, j'en avais une par rapport à la discrimination positive. Tu ne nous as pas trop parlé de discrimination positive. Je voulais savoir s'il y avait des évaluations qui avaient été faites sur l'efficacité de la discrimination positive, donc des mesures de lutte contre la discrimination. Peut-être pas en France, mais probablement aux États-Unis. Oui, juste une question à propos des statistiques ethniques. Le fait de les interdire, est-ce que ce n'est pas un obstacle à la connaissance des discriminations? Et je voudrais savoir votre point de vue là-dessus. Vraiment, merci pour toutes ces questions. Donc, je réponds à nouveau dans l'ordre. Ça m'intéresse beaucoup la première question. Pourquoi se focaliser autant sur la recherche d'emploi? C'est vrai que quand on observe la littérature en général, les travaux sur les discriminations sont assez focalisés, d'une part sur le marché du travail pour les 4/5e. Dans ce qui reste, le 5e qui reste, c'est à peu près la moitié sur le logement, et dans ce qui reste, ça s'éparpille, mais sur des petits marchés sur lesquels il y a assez peu de travaux. Donc il y a beaucoup de domaines qui sont relativement orphelins de l'observation, et c'est le cas aussi pour les critères. Dans l'ensemble des 25 critères prohibés par le droit, l'entrée origine, ou la race réelle supposée, donc l'entrée ethno-raciale, elle est très surreprésentée, et les autres entrées ne le sont pas du tout. Il y a des critères de discrimination qui sont complètement orphelins de toute étude ou toute observation. Donc pourquoi une telle polarisation sur l'emploi et l'entrée ethno-raciale? Moi, je peux répondre pour ma part. Pourquoi, à titre personnel, pourquoi j'ai fait ce type de travaux?
Parce que moi, j'ai fait une thèse sur le marché du travail. Je m'intéresse en fait à la question de la persistance du chômage et j'ai fait des travaux en macroéconomie, en microéconomie pour essayer de comprendre le fonctionnement du marché du travail. Et je suis venu sur la thématique des discriminations avec cette entrée en fait, qui était de dire, moi mon but premier, c'est d'essayer d'expliquer le chômage. En fait, c'est ça la question. On a tous les chercheurs ont une question un peu qui les obsède pour des raisons qu'on ne pourrait même pas expliciter. Et bon, moi, la question qui m'obsède, c'était celle du chômage. Et je suis venu aux discriminations, tout simplement parce qu'en fait, les discriminations, c'est sans doute un mécanisme producteur de chômage qui est parmi les plus importants et parmi les plus ignorés. C'est-à-dire que moi, tous les travaux que j'ai lus sur la persistance du chômage n'accordent aucune place aux discriminations. Or, quand on voit l'ampleur des phénomènes et surtout la représentativité des populations des groupes sociaux qui sont concernés, bien sûr, on pense qu'il peut y avoir un lien entre la persistance du chômage et l'ampleur des discriminations sur le marché du travail. Donc je pense que c'est tout à fait fondé sur le fond. Après, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi d'autres travaux, explorer d'autres critères et enrichir. On a trouvé des preuves de discrimination statistiques très importantes sur le marché du logement, mais aussi sur l'accès au crédit, sur aussi l'accès aux soins, sur l'accès au logement social. En fait, dès qu'on explore un nouveau domaine, on constate qu'il peut y avoir effectivement des différences de traitement, et donc il est intéressant d'approfondir l'analyse et d'approfondir les explications. Voilà. Alors, les recruteurs en droit... non, ce qu'on dit, c'est que, à l'évidence, la part des responsables de formation discriminants est beaucoup plus importante en droit que dans les autres disciplines. Donc ça, c'est un fait. Après, si on essaye d'expliquer par d'autres variables ce type de fait, on parvient effectivement à en rendre compte en mettant en relation le caractère, l'attractivité des formations, la tension des formations, le nombre de candidats par place dans les différents masters, les salaires à la sortie. Quand on met ensemble toutes ces variables et la variable filière ne tient plus face à ces... Alors, on pourrait aller, sans doute, on peut aller plus loin. Là, c'est encore qu'une étude pilote et des premières explorations, mais disons, à la fois, on met en évidence le fait qu'il y a une spécificité du droit, mais qu'en même temps, cette spécificité, elle se double d'autres spécificités liées à l'attractivité des filières juridiques, qui sont d'ailleurs partagées avec certaines filières scientifiques, qui offrent effectivement des débouchés professionnels plus importants pour les personnes qui en sont issues. Donc la discrimination positive est prohibée en France. En fait, en France, de dire, si par exemple on disait on va donner une prime, on va donner un point de plus à toutes les femmes dans les filières scientifiques, parce qu'effectivement les filles dans les filières scientifiques, il faut les encourager, donc on va leur donner un point de plus. Ça, ce serait évidemment complètement illégal. Et donc de façon plus générale, des mesures dans le droit français qui est très attaché au principe républicain d'égalité, mettre en œuvre des mesures de type discrimination positive ne sont pas les bienvenues, sauf dans certains sous-domaines particuliers. Alors justement, on a une mesure un peu phare qui est celle des emplois francs que j'ai évoquée, dans lesquels on va donner une prime uniquement en raison de l'adresse. Donc un employeur qui emploie quelqu'un qui habite dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, si vous n'êtes pas sûr que si vous habitez ou pas dans un quartier prioritaire, il y a un système d'information gouvernementale qui permet de le vérifier très facilement. En tapant votre adresse, vous savez, et votre employeur peut faire de même si
il va bénéficier ou non de la subvention, de la prime. Ça, c'est une mesure de discrimination positive, mais qui est conforme au cadre légal et qui, d'après tous nos résultats de tests depuis 5 ans, produit des effets assez puissants sur le marché du travail, parce que désormais, on constate même, donc il y a une inversion de la pénalité, il y a une prime à l'embauche des personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires. Donc on voit ici qu'une action de discrimination positive peut produire des effets puissants sur le marché du travail. On a aussi d'autres travaux que je n'ai pas du tout présentés, qui vont assez fin dans la ventilation des catégories et qui mettent en évidence le fait que les populations potentiellement discriminées dans les quartiers prioritaires, typiquement une personne qui a un nom et un prénom d'origine maghrébine, qui habite dans un quartier prioritaire, lui ne va pas bénéficier de cette prime aux emplois francs. Ça va être essentiellement les personnes qui habitent les quartiers prioritaires et qui ont un patronyme franco-français qui vont effectivement en bénéficier le plus. Donc si on pense que les emplois francs, c'est sans doute une manière de limiter les discriminations à l'adresse, mais certainement pas les discriminations ethno-raciales, puisqu'elles ne ciblent pas du tout le phénomène. Et enfin, sur les statistiques ethniques, donc c'est un débat bien sûr très très important qui a eu lieu en France et qui continuera à avoir lieu. Moi, j'ai un point de vue un peu techno, je dirais, au sens où attention, hein, si on avait des statistiques ethniques, si effectivement l'ethnicité devenait pleinement observable dans toutes les bases de données, comme le sont l'âge et le sexe, par exemple, dans tous les bilans sociaux des entreprises, on renseigne l'âge et le sexe, donc on a des choses à dire sur la part des femmes dans les fonctions de direction, par exemple, des choses intéressantes. Même si on avait cette information-là, on n'aurait rien à dire sur les discriminations, puisqu'encore une fois, les discriminations, c'est une différence de traitement sur la base d'un critère prohibé. Le fait de montrer, par exemple, qu'il y a une sous-représentation de telle ou telle origine dans telle ou telle entreprise n'est pas probant, puisqu'il faut comparer ça à la représentation dans les candidats, et puis il faut surtout comparer des candidats de même aptitude, ce qu'on peut absolument pas faire avec des données observationnelles. Il nous faut des données expérimentales, et j'observe d'ailleurs que dans les pays où les statistiques ethniques se diffusent, où elles existent depuis longtemps, aux États-Unis, au Canada, dans beaucoup d'autres pays, dans ces pays, on utilise des statistiques ethniques pour documenter des inégalités de situation entre des groupes de différentes origines, mais on n'utilise pas ces statistiques pour documenter des faits de discrimination. Ce qu'on fait en plus, c'est des opérations de testing, parce qu'on sait que c'est en fait le seul moyen d'objectiver des discriminations. Donc les statistiques ethniques ne sont pas un substitut au testing. De toute façon, même avec statistiques ethniques, il faudra continuer à faire des testings si on veut adresser le problème des discriminations. Donc bonsoir. Pour revenir à la discrimination positive, justement le fait que c'est interdit en France, est-ce que ça aggrave pas plus la situation? Parce que par exemple, dans certains pays en Amérique du Nord, comme au Canada, quand on postule dans le public, en même temps on envoie un questionnaire pour savoir si on est une femme, un homme, si on est noir, blanc, etc., si on est handicapé. Et aussi, ces dernières années, il y avait des postes spéciaux, on disait bien, c'était écrit pour les Noirs, ou des bourses de recherche pour, en général c'est les Noirs, pour les Noirs, etc. Donc c'est moins tabou, c'est le gouvernement même qui met en place. Déjà, merci pour votre présentation. J'aurais voulu savoir si vous pensiez qu'il y avait des répercussions potentielles de certains événements d'actualité qui pouvaient agir sur la discrimination. Si on prend l'exemple des périodes marquées par des attentats du style Charlie Hebdo, est-ce que du coup ces attentats peuvent être accompagnés de plus grands écarts de discrimination? Peut-être j'ai pas bien vu, mais dans votre modèle de régression, est-ce qu'il y a eu une variable de contrôle par rapport à l'espace? Par exemple, est-ce que vous avez différencié si les individus venaient d'une zone urbaine sensible, ou bien est-ce qu'ils venaient d'un pays, ils habitaient où ils étudiaient pendant la demande dans un pays hors de la France? Oui, donc les statistiques et la discrimination positive existent, et il y a beaucoup de mesures qui sont prises aux États-Unis, au Canada, en faveur de tel ou tel sous-groupe social selon l'origine. Mais à ma connaissance, moi je connais pas d'études probantes qui ont montré que ce type de pratique avait
modifier de façon, disons, profonde la situation des minorités potentiellement discriminées, y compris au Canada, aux États-Unis, en fait. Donc il y a quand même une coexistence du déploiement constant de ces dispositifs et de la persistance d'une situation de surexposition, d'inégalité selon l'origine, y compris dans ces pays qui ont ces pratiques de discrimination positive. Donc le lien entre attentat et discrimination, on a fait un projet de recherche, nous, sur cette question-là, mais les projets de recherche, ce qu'on fait, c'est souvent risqué, hein, et parfois ça marche et parfois ça marche pas, et ce projet-là, il n'a pas réussi, il n'a pas donné des résultats probants, donc nous, on n'est pas en mesure de... on sait même collectivement, en fait, les chercheurs... intéressés par ces questions-là en France, en tout cas, n'ont pas mis en évidence de liens positifs ou négatifs entre les attentats et par exemple, l'aversion à l'encontre des minorités d'Afrique du Nord ou des personnes arabes en France. Donc on avait sans doute il y a des hypothèses qui ont été formulées dans ce sens-là, mais on n'a pas véritablement d'éléments de preuve qui permettent de les fonder. Par ailleurs, quand on regarde les résultats des testings un peu dans le temps, répétés dans le temps, hein, on ne constate pas, en fait... il faut être prudent, mais on ne constate pas de dérive particulière, on constate plutôt une persistance un peu à l'identique des problèmes. Donc peut-être qu'il y a un phénomène qui en compense un autre, hein, ça c'est toujours possible, mais en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu un changement radical post-attentat. Et enfin, sur la dernière question, sur la prise en compte de l'espace, donc vous comprenez bien que les candidats qui sont les nôtres sont des candidats fictifs, hein. On les fabrique de toutes pièces, donc notamment quand on fait des tests sur le marché du travail, on leur fabrique leur adresse. Et on est vigilant parce qu'on a fait aussi des travaux sur les adresses. On sait que notamment la distance à l'emploi compte. C'est quelque chose d'assez déterminant dans les probabilités de succès. Et donc on neutralise cela en localisant nos différents candidats à proximité les uns des autres. Par exemple, quand on fait un test dans une métropole quelconque, on va on va leur donner des adresses relativement proches, plutôt au centre de la métropole, et de façon à neutraliser tous les problèmes de localisation, de même qu'on va les mettre dans des quartiers relativement comparables quand on veut tester uniquement le quartier. Par contre, c'est très intéressant de collecter pendant l'observation les distances entre les offres d'emploi lorsqu'on sait les localiser dans les lieux de travail potentiels et la localisation de nos candidats qui figurent dans les CV, et on fabrique effectivement on enrichit nos bases de données avec ces éléments-là. On l'a fait à plusieurs reprises, notamment on le fait dans le protocole répété dans le temps, de façon à voir, par exemple, s'il y a des effets, si l'appétence des employeurs pour des distances plus ou moins longues se modifie dans le temps. Et par exemple, c'est un projet de recherche, hein, c'est de voir est-ce que la crise sanitaire a modifié cette tolérance à une distance élevée de la part des employeurs dans un contexte où le télétravail s'est généralisé. Donc c'est des choses qu'on étudie, c'est des questions évidemment très, très intéressantes, mais qui restent ouvertes pour le moment. En tout cas, on est vigilant sur ces questions de distance et de localisation des candidats. Ouais. Voilà, on va s'arrêter là. Merci. Merci Yannick. Merci beaucoup.